femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 81% des victimes de ces violences sexuelles sont des mineurs. 94% des agresseurs sont des proches, selon une étude réalisée par l'UNICEF. Alors, les violences sexuelles sur mineurs, on en parle aujourd'hui dans ce numéro de Et nous, votre émission consacrée aux droits et devoirs des enfants. Je suis Elvisia Pedo. Merci de nous rejoindre sur le www.radio.djena.info. Vous êtes sur la web Radio Djena. Alors, on reçoit dans cette émission Reinette Touré Mamadou. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Lifestyle, également représentante de l'organisation One Billion Rising. Elle nous parlera de ces deux organisations dans cette émission. Reinette, bonjour. Bonjour championne. Comment vous allez? Je vais super bien. Et la lutte? La lutte avance pour le mieux et surtout continue par être intéressante si des gens comme vous, la média, êtes à nos côtés. Donc ça va pour le mieux. Alors, on va commencer d'abord par découvrir notre invitée, Reinette Touré Mamadou. Parlez-nous de vous. Ouh là là. Ce qu'il y a à savoir, c'est que mes parents m'ont donné Reinette. Mon grand-père s'appelait Touré, donc Reinette Touré Mamadou. Je suis communicante de profession, mais à la longue, c'est-à-dire en faisant mes activités, j'ai découvert une partie de moi qui vient de mon vécu. Je viens de la région centrale du Togo, je suis musulmane. Et donc, les femmes n'ont pas été vraiment ou ne sont pas vraiment prises en compte dans ces genres de sociétés, différemment à ce que les gens pensent par rapport à la religion musulmane, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai découvert une passion et une rage de parler, de dire à haute voix ce qu'on n'ose pas souvent dire ou ce qu'on se dit à basse voix. Donc, c'est en ce sens que je me suis retrouvée à être activiste. J'aime à dire je suis féministe, même s'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Pas trop. Je suis féministe, très engagée. Et féministe veut dire je travaille pour les femmes. Et quand je dis les femmes, il y a aussi les jeunes filles et les enfants aussi dedans. Et vous avez commencé la lutte à quelle année? J'ai commencé la lutte, je vais dire, quand j'avais 15 ans, depuis Socodé. Depuis que j'étais au collège, j'avais commencé à aller les radios de la place, à aller de temps en temps dans les radios. Et après, bon, tu ne dois pas aller à la radio, tu es une musulmane, tu ne dois pas parler. Donc, je n'ai pas vraiment éclos là-bas. Donc, j'ai commencé à être plus moi et libre quand je suis arrivée à Lomé après mon bac. Avec les télévisions. Exactement, avec les télévisions, la TVT, la TV2, la TLS, et voilà. Alors, nous allons rappeler à nos auditeurs que nous allons parler aujourd'hui des viols, on va dire des agressions sexuelles faites sur les mineurs. Aujourd'hui, dans votre lutte, d'abord, quand on dit viol, les gens se demandent de quoi s'agit-il, même si c'est une question banale. Exact. Alors, le viol, c'est le fait d'exercer une force. Et comme on est en train de parler de viol sexuel, donc c'est le fait d'exercer sa force pour réaliser un besoin sexuel. Simplement. C'est le fait d'utiliser le fait que tu sois un homme ou le fait que tu sois plus grand ou plus fort que la victime qui est devant toi et pour assouvir tes besoins sexuels simplement. Donc c'est sûr, quand on parle de viol sur mineur, ça veut dire? Ça veut dire le fait d'exercer sa force pour avoir des besoins, pour satisfaire ses besoins sexuels sur un mineur. Un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas adulte, moins de 18 ans quand tu es au Togo, et ailleurs, moins de 17 ans. Voilà. Donc, le viol sur un mineur, c'est exercer sa force pour sur un enfant. Assouvir ses désirs sexuels sur un enfant. D'accord. Aujourd'hui, parlant de viol sur un mineur, quelle est la situation globalement? Aujourd'hui, vous aurez pu le remarquer, vous le remarquez certainement partout, et surtout les médias, on en parle. Je ne peux pas parler de partout, mais je parle personnellement de ce que je vois autour de moi, de ce que je constate, mais aussi de ce que je vis autour de moi. C'est un sujet assez présent, et c'est un sujet assez régulier, et c'est un sujet assez tabou.
même si, comme je le disais tout à l'heure avant l'émission, quand on discutait, même si aujourd'hui les langues se dénouent un peu plus, les gens en parlent, c'est pas comme s'ils en parlent assez, mais ils en parlent plus qu'avant. 10 ans avant aujourd'hui, ce n'est pas facile pour quelqu'un d'être devant une radio et de dire je me suis fait violer. Mais aujourd'hui, voilà, même l'expression je me suis fait violer, ça ne se dit pas. C'est j'ai été victime de viol, tu vois. Mais la culture nous a appris à penser qu'on se fait violer, or on ne se fait pas violer, on est victime du viol. Donc aujourd'hui, je vais dire, on en parle mieux, même si c'est encore présent. Est-ce que le phénomène existe au Togo? Oh yes, le phénomène existe au Togo, existe dans ton quartier, existe à côté de toi, existe partout. Le phénomène existe au Togo. On en parlait en décembre lorsqu'on parlait de la journée internationale des droits de l'homme. On se demandait comment faire pour avoir des chiffres par rapport au Togo, le viol au Togo. On n'en a pas vraiment. Mais nous avons lancé un petit sondage via, comment on appelle ça, Google Form. Et sur 100 personnes, on en a eu 85 qui ont été victimes de viol. Des enfants ou des Non, personnes des âgées? étudiants ou des personnes qui travaillent déjà. Mais la plupart de ces personnes expriment aujourd'hui leur viol qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu es enfant et tu vis le viol, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas ce que c'est. C'est quand tu grandis, c'est quand tu as, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, qu'on te parle du viol et que tu te rends compte que l'oncle là, quand il me faisait ça, c'était du viol. Mais tu ne savais pas. C'est ça. Donc ça existe. Chaque jour, je te disais encore tout à l'heure, moi je reçois plein chaque jour des gens, même si difficilement ils arrivent à accepter aller jusqu'au bout de la procédure. Alors, comment expliquer que le viol, on va dire, soit l'un des crimes le plus fréquent sur, on va dire, les mineurs, mais le moins puni? Comment expliquer? Je ne suis pas psychologue, mais je vais tenter d'expliquer en me basant sur la réalité, c'est-à-dire sur les vécus. Comment expliquer que le viol soit plus fréquent, qui est plus fréquent, mais qui n'est pas puni, qui est le moins puni, on va dire? Bon, le moins puni, plus fréquent et le moins puni parce que difficilement les gens en parlent. Il y a des parents qui sont prêts à cacher le viol de leurs enfants, soit par religion, soit parce qu'ils auront honte, soit même qui se disent qu'ils sont en train de protéger leur enfant contre le regard des gens. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te dire, si je te dis, je suis victime de viol, ta façon de me voir diffère de la façon dont tu me voyais. Quand les préjugés dominent. Les préjugés dominent. Et donc, de peur d'affronter ce regard des autres, la plupart des gens se taisent. Mais en plus, de peur, surtout pour la famille, de peur d'avoir encore ce regard des autres. Oui, moi, privilégié, madame, monsieur, parent, respecté dans ce quartier, dire que mon enfant a été violé, c'est pas possible. Donc, je préfère me taire que d'en parler. Et donc, même les autorités, très souvent, ne sont pas informées de ces cas. C'est pourquoi c'est moins puni. C'est pourquoi c'est moins puni. Parfois, certaines personnes vont porter plainte, mais à un moment donné de la procédure, la personne dit qu'elle ne veut plus. Qu'est-ce qui peut expliquer le retrait de la personne, de la victime? Moi, je vous donne un exemple. La semaine passée ou la semaine surpassée, en tout cas, il y a moins de 2 semaines, j'ai eu un cas d'une fille qui a été violée, qui est étudiante et qui a été violée. C'est sa meilleure amie qui m'a écrit. J'étais au nord, je suis fréquemment au nord. Donc il m'a écrit en pleurs, oui, ma meilleure amie vient de se faire violer par un ami d'enfance qui est très proche à la famille. Les parents de cette jeune fille et du garçon, de la victime et de l'auteur se connaissent très bien. Donc elle a été violée par le gars parce qu'elle pensait qu'elle était allée chez le gars, il avait je sais pas quoi, quel souci, elle est allée le reconforter. C'est dans ça que le monsieur a abusé d'elle. Donc, la meilleure amie me raconte l'histoire, je lui dis, ok, qu'elle aille porter plainte. Qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain? Parce que ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que normalement quand tu es victime de viol, tu peux aller à l'hôpital pour avoir les preuves. Au lieu de te doucher, par exemple, tu ne dois pas te doucher. Tu vas à l'hôpital. Quand vous vous douchez, vous effacez les preuves. Exactement. Donc, les gens ne savent pas ça. Et maintenant, même si aujourd'hui tu te douches, la médecine peut récupérer ça
quand il y a 48 heures ou 72 heures. Bon, après, c'est plus compliqué. Donc, cette jeune fille, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a été à l'hôpital? Non, elle n'a pas été à l'hôpital. Ok. Est-ce qu'elle veut porter plainte? Non, elle ne veut pas porter plainte. Pourquoi? Parce que les parents se connaissent, parce qu'elle ne veut que personne de la famille ne le sache, donc il ne faut vraiment pas qu'on en parle. Je peux t'assurer qu'à la longue, en pleine discussion, la jeune fille est allée jusqu'à dire, si vous continuez à vouloir que je porte plainte, je vais tout nier. C'est par peur. C'est par peur. C'est par peur, c'est par... je veux dire que c'est par peur, c'est par le regard des gens, c'est par qu'est-ce que ma famille dira, c'est par les deux parents vont se disputer à cause de moi. Donc tu sais, on est en Afrique. En Afrique, quand tu es la base d'une dispute entre deux parents, c'est que tu es le shaitan, comme les musulmans le disent. Tu es le Satan, comme on le dit. Donc, ça ne peut pas être à cause de moi, les deux familles se disputent. Donc, pour tout ça... Vous préférez garder le silence que d'en parler. Oui, pour tout ça. Alors, également, hein, on sait que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Comment on peut l'expliquer, ce phénomène qui est grandissant dans les différentes communautés? Comme vous venez de l'expliquer, comment cela peut s'expliquer? Comment cela peut s'expliquer? Et moi, je me dis que c'est un phénomène qui existe partout. Ça s'explique par le regard que les hommes, que l'éducation donne à l'homme par rapport à la femme. Tu vois, pendant longtemps, le patriarcat, je reviens sur le gros mot patriarcat, a fait en sorte que la femme a toujours été vue comme un objet, comme quelque chose qui appartient à quelqu'un, comme un sexe en guillemets faible, ce qu'elle n'est pas du tout, mais comme quelque chose de fragile. Donc, c'est des choses, psychologiquement, c'est des choses qui existent, mais si tu dis à un homme, tu vois ta femme comme un être fragile, tu dis ah non, 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 je ne vois pas. Il ne te dira pas oui, c'est comme ça que je vois là-bas, mais psychologiquement, c'est ça. Cette façon de se voir naturellement supérieure à la femme, juste pour le fait qu'on ait un pénis, excuse-moi pour le terme, fait qu'on a tendance à penser qu'on peut utiliser la femme pour satisfaire ses besoins. Encore quand c'est un enfant, qu'est-ce qu'elle peut dire? Vous avez dit quelque chose dans votre introduction, c'est le fait que la plupart du temps, c'est des gens qui sont à côté. C'est des proches. C'est des proches, c'est des parents. C'est des parents. Simplement parce que l'enfant a confiance en son parent, l'enfant, étant enfant, pense qu'un parent, tout ce qu'il me fera, ne peut pas être mal. Même si, dans sa petite tête d'enfant, c'est peut-être étrange, c'est peut-être un truc que je ne comprends pas, mais c'est un oncle. Donc, ça ne peut pas être mauvais. En plus, ce oncle, je le vois discuter avec mon père et ma mère. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un d'affreux. Même si, je répète encore, dans la petite tête de l'enfant, ça a l'air d'être bizarre. Alors, l'autre chose, c'est le fait que les parents, la communication entre les parents et leur enfant n'est pas vraiment forte. Du coup, l'enfant ne peut même pas venir te raconter ce que son oncle lui a fait. Je te donne un exemple. Quand un oncle vient à la maison et qu'un parent dit à l'enfant, va saluer ton oncle. Tu dis à ta petite fille, va saluer ton oncle. Et que la petite fille refuse. Ah, impoli, pourquoi tu ne veux pas aller saluer l'oncle? Et pourtant, l'enfant seul sait ce qu'elle vit avec l'oncle. Mais tu vas lui frapper. Moi, je fais une émission que j'ai appelée École de vie, dans laquelle je reçois les gens qui sont victimes de viol. Il y a une victime qui m'expliquait, quand elle était enfant, même des inconnus. Son papa est un grand musulman qui accueille les gens. Et donc, le papa accueille des gens qui sont de passage dans leur localité. Et c'est l'enfant qu'on envoie pour emmener la nourriture à ces messieurs-là. Et ces messieurs abusent de l'enfant. Quand elle est revenue un jour, la maman lui dit, emmène la nourriture au monsieur. Et que l'enfant a refusé. La maman l'a frappé. Le lendemain, on lui a donné la nourriture de ramener un monsieur. Elle a ramené la nourriture, mais de peur de rentrer dans la chambre parce qu'elle sait ce qui l'attend, elle a déposé la nourriture du monsieur à l'entrée. Pour que la maman ne pense pas qu'elle n'a pas emmené, donc elle l'a emmené, mais au moins elle n'est pas rentrée dans la chambre. Elle a déposé ça à l'entrée. Le monsieur, en rentrant dans sa chambre, a renversé la nourriture. Donc la maman a su qu'elle n'a pas fait rentrer la nourriture dans la chambre. Je ne te dis pas ce qu'elle a subi.
elle a été bien battue. Mais la maman n'a pas posé la question de savoir pourquoi elle a agi ainsi. Exactement, j'ai demandé à la fille, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Elle dit, mais je connais ma mère. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire ça. Qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va me frapper plus, elle va dire que c'est moi qui en cherche. Du coup, elle n'ose, c'est pas une option de dire à la maman ce qui se passe. Est-ce une raison? Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on a ces idées, les hommes souvent ont ces idées sur la femme, son corps, et même si on voit une petite fille, il y a aujourd'hui des petites filles de 10 ans, mais qui ressemblent à des enfants de 18 ans, 19 ans, mais on a ces idées derrière la tête par rapport à ces enfants. Est-ce que c'est une raison pour violer un mineur ou une mineure? Non, je ne donne pas raison à l'éducation. Mais je dis que ça fait partie des causes. Si j'apprends à mon fils qu'il doit respecter une femme parce qu'elle est un être humain au même titre qu'un homme, mon fils ne peut pas du tout, en aucune manière, regarder sa petite copine qui passe comme une chair sur laquelle il peut sauter comme un animal. Donc ça part de l'éducation. Et yes, ça part de l'éducation, ça part du regard que tu fais voir l'enfant, ton fils. C'est-à-dire, quel filtre tu donnes, quelles lunettes tu donnes à ton fils pour qu'il regarde les filles qui passent. S'il regarde les filles qui passent comme des moins que rien, des objets qui lui appartiennent, des choses qu'il peut utiliser comme il veut, c'est normal qu'il abuse d'elle comme elle veut. Qu'il devienne. Exactement. Alors également, on sait qu'il y a, vous luttez, vous l'avez dit, vous êtes dans cette lutte, ça fait depuis des années, mais selon vous, quelles sont les mesures concrètes à mettre en place pour pouvoir lutter contre ces agressions sexuelles et violences sexuelles sur mineurs? J'ai envie de dire vraiment de travailler avec les parents. Parce que les premières personnes qui sont à côté des enfants, c'est les parents. J'ai été victime de viol quand j'étais enfant. Plusieurs fois. Et je pense que si j'avais une belle ou une meilleure communication avec ma mère ou avec mon père, cela m'aurait aidé. Mais je ne l'ai dit à personne. Et pourtant, c'est les premières personnes à être proches des enfants. C'est les premières personnes vers lesquelles l'enfant pourrait se retourner normalement. Donc, si les parents ne créent pas cette communication, ce lien, cette complicité avec ton enfant, de telle sorte que même quand quelqu'un lui sourit au dehors, quand elle rentre, elle a envie de te raconter que maman, celui-là m'a souri. Si tu crées ce lien, ça peut protéger ton enfant. Si tu crées ce lien, ça peut faire de telle sorte que, avant même que la personne n'aille à l'agression, la personne commence par des attouchements. Donc ça peut faire des petits cadeaux. Yes. En route, la femme revient de l'école. Exactement. Des petits cadeaux. Des sucettes et tout ça. Donc si tu as une bonne communication avec ton enfant, quand quelqu'un lui donne ces choses-là, ou quand quelqu'un lui touche quelque part, quand elle vient, elle peut te raconter ça. Et toi, parent, tu peux savoir qu'est-ce que c'est. Et vous saurez comment parler à votre enfant, comment l'éduquer à faire face à ce comportement. Vous pourrez l'apprendre à faire face à ça. Vous pouvez lui apprendre à ne plus s'approcher de ces personnes. Vous pouvez lui apprendre comment répondre quand quelqu'un te donne une sucette que tu ne veux pas. Vous pouvez même lui apprendre le self-défense dont tu es en train de parler. Tu vois? Donc, moi, je pense premièrement à l'éducation, à la communication des parents aux enfants. Parce que, je vous assure, ça, c'est sous tes yeux que des choses se passent sur ton enfant sans que tu ne le saches. Que dit la loi par rapport à ces violences? Alors, la loi dit beaucoup de choses. Je parle par exemple du Code de l'enfant qui dit la protection de l'enfant contre la violence physique, sexuelle ou morale en milieu scolaire ou institutionnel ou à la maison. Et la loi dit le châtiment corporel ou sexuel sur un enfant dans un établissement ou dans une maison de formation professionnelle. On n'entend pas, ils ont expliqué, les violences des enfants sont punies conformément aux dispositions des articles 3. Bon, j'ai pris ces articles-là que je peux vous dire. Le tourisme sexuel impliquant les enfants est l'exploitation sexuelle de ceux-ci par des étrangers qui jouissent. Tout ça, c'est puni.
qu'est-ce que la loi fait? Le harcèlement sexuel sur la personne de l'enfant sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans. Le maximum de la peine sera prononcé si l'harcèlement a été commis ou si le viol a été commis sur un enfant de moins de 15 ans. Mais ce dont on est en train de parler, c'est plein de personnes. Et parfois moins de 15 ans. Seulement, très souvent, la loi n'est pas au courant. Parfois aussi, la loi est au courant. Mais il n'y a pas grand-chose. Mais souvent, il y a certaines victimes ou bien certains parents des enfants victimes qui disent devant la justice, nous sommes minoritaires parce que quand peut-être une personne qui a commis l'acte est, on peut le dire, entre guillemets, riche, a les moyens de sa politique, en justice, l'enfant est, on va dire, minoritaire, l'enfant est lésé. Oui. Et c'est pourquoi certains parents refusent d'aller, parce que je ne peux pas, en tant que peut-être, je ne sais pas, une petite voiture de 4 places, je vais aller cogner un camion de, je ne sais pas, poids lourd. Exactement. Je vais dire, ça existe. Ça existe. On est dans la jungle, d'une manière ou d'une autre dans la vie. Donc, ces cas peuvent exister, mais ces cas ne sont pas... Je n'ai pas les pourcentages, mais je ne peux pas dire que ces cas représentent 50% des cas de viol que nous avons. Donc, ces cas existent, mais ces cas sont rares. Il faut quand même aller. Il faut contacter ces organisations de la société civile qui luttent en ce sens. Parce que, je prends l'exemple du GF2D. Quand vous allez au GF2D, quel que soit le riche ou le milliardaire qui vous a violé, si vous êtes OK pour qu'on porte plainte, ce gars, il va payer. Il va soit aller en prison, soit payer une amende. Donc, ce n'est pas un argument. Pas les yeux. Non, ce n'est pas un argument. Le défi, c'est d'en parler. Le défi, c'est d'accepter, porter plainte contre ces personnes-là. Et d'aller au bout. Et d'aller au bout de la procédure. Et je peux t'assurer, ce n'est pas facile. Je disais ça en décembre, quand on lançait 1 Billion Rising, le lancement officiel. Quand on était en discussion, j'expliquais combien c'est facile de dire va porter plainte. Même à mon âge, c'est facile de dire va porter plainte. C'est facile de dire je vais le faire, allez, va le faire. Quand tu te retrouves devant la situation, par rapport à l'éducation que tu as reçue, par rapport à tout le poids social que tu as, je t'assure que ce n'est pas facile d'aller porter plainte. Donc, il faut vraiment être OK pour... Oui, je veux me battre. Et avoir des soutiens. Et avoir des soutiens. Est-ce que les lois sont suffisamment verrouillées pour protéger les enfants, selon vous? Eh, la go. Je vais dire oui. Oui, les lois sont là. C'est ça, en tant qu'activiste, oui, les lois sont là. Mais est-ce que les lois sont mises en pratique? Est-ce que les lois sont mises en pratique? Parce que, par exemple, une jeune fille qui vit dans un village qui a été violée, elle trouve un centre de santé où pour qu'on lui enlève les prélèvements, qu'on lui fasse les prélèvements de preuve. Ok, elle a trouvé un centre de santé. Elle a trouvé l'argent où pour payer pour ça. Donc, une chose est de dire, dès que tu as le problème, viens ici, on va te soigner. Mais ce qui me prend depuis chez moi, jusque là où je dois me faire soigner. La prise en charge. Je trouve ça où? Je trouve ça où? Donc, la loi est là. Oui, on va vous protéger, mais il y a plein de choses à mettre encore en œuvre pour que la loi puisse être facilement utilisée par tout le monde, tu vois. Donc, la loi est là, mais il y a encore des rouages, il y a encore des coins qu'il faut débloquer afin que chaque violé puisse aller porter plainte. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris aussi qui est intéressant, c'est que même si tu portes plainte et que tu vas retirer ta plainte, la loi peut continuer la procédure sans toi. Donc ça, j'ai apprécié. Même si tu portes plainte et qu'après elle a retiré ta plainte, on dit que la loi peut continuer la procédure, que tu le veuilles ou pas, parce que c'est un crime. Donc, ça va. Le défi, c'est d'aller le dire, parce que la loi ne peut rien faire si on ne sait même pas que tu t'es fait violer.
Alors, les violences sexuelles sur mineurs, on en parle dans votre émission Emo. Vous êtes sur la radio web Djena, sur le www.radio.djena.info. Aujourd'hui, nous sommes avec Rhéanat Touré Mamadou. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Lifestyles, également représentante de l'organisation 1 Billion Rising, qui lutte également pour protéger les jeunes filles et la femme en général par rapport aux différents mots qui minent la santé féminine. Alors, on l'a dit, 94% des agresseurs sont souvent des proches, des parents et autres. Même un père peut violer son enfant de moins de 18 ans. Aujourd'hui, comment arriver à briser ce cercle familial, ou bien ce, on va dire, parce qu'on dit souvent que la famille est sacrée, comment arriver à briser ce tabou, hein, on peut le dire ainsi? Comment arriver à briser? Est-ce qu'on peut briser? Déjà, quand tu l'as dit, la façon dont ça sonnait dans mes oreilles, c'était comme une vraie Africaine. On ne brise pas une famille en Afrique, tu vois? Quel que soit... Et ça, je te dis encore, j'ai une jeune fille que j'accompagne qui subit le viol de son père depuis qu'elle est petite. Aujourd'hui, elle est grande, elle travaille, mais l'éducation qu'elle a reçue de son père fait de telle sorte que, tiens-toi bien, elle peut aller au boulot, rentrer, et son père, puisqu'aujourd'hui il sait que la fille est grande et qu'il ne peut plus la toucher facilement, il lui dit de se déshabiller devant la mère avec sa petite soeur. Il les déshabille toutes les deux et puis il se met à toucher les seins. Il dit qu'il est en train de voir si elle s'est fait, si elle est allée chez un garçon ou pas, si elle est passée par quelque part ou pas avant de rentrer. Donc il touche les... Elle est adulte. Elle travaille. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans, mais elle se met debout. Son père touche partout. Quelqu'un dira, elle est bête. Je vous assure, et je suis musulmane, je vous jure, c'est loin d'être bête. C'est le poids qu'a l'éducation sur une personne. C'est le poids qu'a le fait qu'on te dise que ton père, c'est ton père. Tout ce qu'il te dit, tu dois le faire. Tout ce que la maman vous dit, vous devez le faire. À 23 ans, elle se met debout quand elle revient du boulot. Elle est en stage. Elle revient du boulot. Son père la touche de partout, soi-disant pour voir si elle vient de chez un gars ou pas. Devant sa mère. Et mère, pauvre d'elle, j'ai envie de dire, même si j'ai envie d'insulter, qui ne se rend même pas compte que son mari est en train de violer ses enfants sous ses yeux. Mais qui accepte de regarder le papa faire parce que me dit, c'est votre père. C'est votre père. Mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas briser ce tabou-là. Il faut cette assertion que la famille est sacrée, donc tout ce qui se passe dans la famille reste la famille, le linge se lave en famille, donc tout ce qui se passe, ça reste en famille. Il faut être dur de caractère pour briser ça. Il faut être dur de caractère. Je te parle d'une bataille que j'ai menée moi personnellement dans ma famille. J'ai ma petite soeur, celle qui me suit directement. J'ai quitté mes parents simplement parce que ma petite soeur était en train d'être mariée par force. Je suis sortie un jour, rentrée et ils étaient en train de parler du fait que ma petite soeur n'est plus à la maison. Pourquoi? Elle s'est enfuie parce que papa veut qu'elle se marie avec un homme que lui-même il a vu. Un homme âgé. Oh, âgé. Pas âgé, mais c'est un homme que la go n'aimait pas. Que la fille ne connaissait pas. Non. Mais qu'il veut qu'elle se marie. Et l'ultimatum, c'est soit tu te maries et tu continues ta formation, parce qu'elle était en formation infirmerie. Soit tu te maries et tu continues la formation, soit tu ne te maries pas et tu restes à la maison. Donc la petite s'est enfuie de la maison. Elle avait le choix entre le mariage et sa formation. Donc elle s'est enfuie de la maison. Je ne peux pas te dire combien ça n'a pas été facile pour moi de dire non à mon père. Au point où je me suis retirée un tout petit peu de la famille. Mais je ne peux pas te dire tout ce que ça a créé. Tout ce que ça a créé, surtout sans que les autres ne se rendent compte de la douleur que tu vis. Tu vois, on se dit que c'est tes parents.
final, on s'en fout de ton sentiment, on s'en fout de comment tu te... On s'en fout de ça. C'est tes parents, point. Si tu ne les suis pas, la meilleure, c'est qu'on te dit que si tu ne les suis pas, tu iras en enfer. Et tu vois toute l'éducation qu'on t'a donnée par rapport à l'enfer, tu fais tout pour éviter l'enfer. Donc, est-ce qu'on peut briser? On ne peut pas briser. Et la famille n'est pas à briser. Il faut peut-être travailler à faire en sorte que les familles soient des endroits sécurisants. Et comment le faire? Il faut en parler toujours. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. En parler. Travailler sur les enfants. Aujourd'hui, la personne que je suis, je peux me dire que quand je travaille avec les jeunes filles, elles peuvent aujourd'hui comprendre que c'est pas parce que c'est mon père que tout ce qu'il dit est vrai. Il peut m'aimer. Je suis d'accord sur le fait que les parents aiment leurs enfants. Mais l'amour ne garantit pas les choix que tu fais pour l'autre. L'amour ne garantit pas le fait que tu me dises de passer par ici parce que je sais que tu me dis de passer par là par amour, mais ça ne veut pas dire que ça marche pour moi. Donc, éduquer les parents par les émissions comme ça, éduquer les parents. Aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. De faire de petites vidéos ou de petits audios. Sur les réseaux sociaux. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser, pour emmener les parents à créer ce lien avec leurs enfants. À donner une certaine liberté à leurs enfants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'enfant qui est ton enfant, je sais que même s'il aura 90 ans, il reste ton enfant, a aussi un cerveau et Dieu lui a donné une façon de réfléchir et de voir le danger. Donc, leur apprendre à faire confiance aux enfants, mais aussi apprendre aux jeunes à se faire confiance en eux. Parce que cette jeune fille que je vous dis qu'à 23 ans, elle continue par se faire toucher par son père, il a fallu qu'on travaille sur son mental, qu'elle sache que tu n'iras pas en enfer, tu ne vas pas mourir si tu dis non pour ça. On travaille dessus pour qu'aujourd'hui, elle ait pu stopper ça et qu'elle ait en parlé à sa mère. Et qui a compris. La maman a compris. Bon, qui a priori n'a pas compris, ils ont pris 2 mois ou 3 mois. La mère trouvait bizarre que l'enfant puisse dire ses bêtises sur son mari. Mais après, elle a compris, mais ce qu'elle a demandé, c'est que c'est ton père. Donc que le truc reste entre nous. Que ça ne sorte pas. Jusqu'aujourd'hui, on est à la situation où le truc reste entre nous. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution pour mettre un terme bien fin à cette culture du viol sur mineurs et sur personnes âgées? Parce que les femmes comme les hommes sont victimes. Ce que je propose, c'est une certaine communication entre les parents et leurs enfants. Beaucoup plus. Une certaine complicité entre les parents et leurs enfants. Quand ta fille, ta petite fille te dit non, je ne veux pas aller chez cet oncle, comprends qu'elle ne veut pas aller chez l'oncle là. Tu vois? Quand ta petite fille te dit j'ai pas envie de voir ce monsieur, comprends qu'elle n'a pas envie de voir. Et maintenant, tu peux lui demander pourquoi. Pourquoi tu n'as pas envie d'aller avec tonton? Mais il est gentil avec toi. Il t'achète des biscuits. L'enfant peut t'emmener, l'enfant peut te dire ah oui, il m'a donné des biscuits, mais il m'a touché ici la dernière fois, j'aime pas quand il me touche là. Ou il m'a fait ça, mais j'aime pas quand il me fait ça. Là, tu peux apprendre des choses. Mais si en tant que parent, tu te positionnes comme le connaisseur de celui qui a fini le monde avant son enfant, et donc il connaît tout, et il n'a plus besoin que l'enfant lui dise certaines choses, ce que lui veut, c'est ce que l'enfant fait, tu bloques quelque part quelque chose de ton enfant. Et mieux, tu deviens complice du du viol de ton enfant. Parce que ce viol qui a été... Je te parle, des personnes que j'accompagne aujourd'hui, dont j'en fais partie, qui aujourd'hui à 30 ans, à 29 ans, à 40 ans, continuent par vivre la douleur de leur viol quand ils étaient enfants. 5, 10, 15 ans. Oh yes! Oh yes! Ils étaient enfants, ils ont été violés. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils vivent les séquelles de cette chose-là. Tu te rends compte de combien, même cette maman qui dit aujourd'hui à son enfant, oh, faisons ça entre nous, et puis c'est bon, n'en parlons pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de briser sur ton enfant à l'avenir. Parce que ça peut... Il y a des jeunes filles, c'est un sujet trop vaste. Il y a des jeunes filles que tu verras qui sont méchantes envers les hommes, qui sont aigries, agressives. Et
Et tu te dis, ah, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui sont impolies. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a vécu ou de ce qui la traumatise l'esprit. Tu vois. Donc, qu'on le veuille ou pas, si on ne fait pas quelque chose pour ça, nous sommes de la société. Donc, nous allons payer les pots cassés de ce que les gens là vont faire sur ces victimes plus tard. Il faut en parler. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pense que les médias ont un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, quand un média, j'aurais souhaité, quand un média apprend qu'une fille a été violée quelque part, que tout le monde relaie l'information. Quand on dit... Mais en protégeant l'identité de la victime, bien sûr. Une fille a été violée ici, où elle a eu ça. Que tout le monde s'empare du sujet. Imagine, je disais ça encore en décembre quand on discutait, imagine qu'un violeur certifié, je vais dire ça comme ça, après son acte, le lendemain matin, il voit ces images, son visage partout à Lomé, sur les réseaux sociaux, partout collé dans Lomé. Le prochain violeur, il va réfléchir par deux avant de le faire. Mais le violeur, il sait qu'on ne va rien lui faire. Le gars, il viole la petite. C'est dans ce même quartier qu'il la viole. Le lendemain matin, il va revenir acheter Botocoin dans ce même quartier. Tout le monde le voit. La victime le voit. On sait que c'est bon, c'est lui, mais bon, la vie continue. Comment vous voulez que ces gens arrêtent de faire ça? Son cousin a fait, on ne lui a rien fait. Il a continué sa vie. Pourquoi le petit frère ne va pas copier chez son cousin? De toutes les façons, ça n'a rien arrêté dans sa vie. Mais il y a certains qui sont envoyés en prison. Il y a certains qui sont envoyés en prison quand ils sont arrêtés et quand la famille s'est autorisée à faire punir cette personne. Mais certains, la famille refuse. Ce monsieur vient à la maison manger avec eux dans la même maison. Certaines familles acceptent de l'argent de la part de il y a eu des cas. Oui, oui. Donc, en parler, c'est tout ce qu'on peut faire. Surtout sur les mineurs. Moi, je dirais aux parents, vous êtes les anges gardiens de vos enfants. Je dis toujours, l'enfant n'a pas demandé à venir. Il ne sait rien de la première marche qu'il aura à faire, à marcher à 4 pattes, à marcher à 2 pattes, à commencer par là. Il ne sait rien de ça. Donc, tu es son ange gardien. Et si mon ange gardien et moi, on ne communique pas, comment il peut savoir où je suis en train de vouloir aller? Donc, parler aux parents, sensibiliser les parents par rapport à la communication, par rapport à la complicité avec les enfants. Je pense que... Et éduquer aussi ses enfants. Éduquer. En tout cas, quand il y a la communication, l'enfant aura plus de facilité à venir raconter. Communiquer avec vous. C'est ça. Alors, quelles sont les prochaines actions de One Billion Rising? Alors, les prochaines actions de One Billion Rising, cette année, on a fait des activités sur toute l'étendue du territoire. Contrairement aux années précédentes où on ne fait que dans une région. Donc, à part ça, l'idée est d'emmener chaque région à mettre en place ses propres activités par rapport à ses besoins du milieu. Donc, par exemple, ce qui se passe à Lomé ou dans la région maritime n'est peut-être pas la même cause dans la région centrale ou de la SAC. Voilà. Donc, c'est d'emmener chacun à être beaucoup plus présent dans son milieu. Lifestyle est une association aussi qui fait la même chose et qui accueille et qui discute avec. Maintenant, nous offrons l'écoute et nous offrons nous les dirigeons aussi vers le GF2D quand ça ne marche pas vraiment, quand c'est compliqué, le cas est compliqué, on dirige vers le GF2D. Mais ma personne aussi, je suis entièrement disponible pour ceux qui ont envie de discuter ou de parler. Voilà. Comment vous joindre? Alors, je suis... peut-être de Lifestyle 90 02 05 31. C'est le numéro de Lifestyle. Oui. Alors, et le mien. Ceux qui veulent avoir d'autres informations, bien peut-être ils ont eu des situations dans leur quartier et qui veulent dénoncer un catimini, on va dire, qu'on ne dise pas que c'est telle personne qui a dénoncé la situation, on peut vous appeler sur le 90, le plus 228, le 90 02 05 31. Il y a le dispositif également Allo 1011 mis en place par l'État togolais qui permet à ce que vous dénoncez ce genre de situation. C'est qu'à enregistrer dans vos différentes communautés. Merci beaucoup à vous. Je t'en prie, je vais juste aussi dire sur les réseaux sociaux, la personne peut me contacter sur mon numéro, enfin mon nom, Rihanna
Touré Mamadou, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, partout. C'est le même nom, Touré Mamadou. Rihanna. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Le résultat est là, en tout cas. Quand on ouvre grand les yeux, on voit que le résultat est. Si la plupart des gens en parlent aujourd'hui, c'est parce que ça avance le bout. Merci. Alors, c'est tout pour cette émission et nous, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le www.radio.diena.info. Vous étiez en direct sur la radio web Diena et dans Et nous avons parlé aujourd'hui des violences sexuelles sur les mineurs avec Rihanna Touré Mamadou, elle est la directrice exécutive de l'ONG Lifestyles, également représentante de l'organisation One Billion Rising. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Et nous. Bye bye.